Puck and Goal, les highlights. On est toujours là sur le plateau avec Geoffrey Vauclair, avec Florian Kohns et avec Stéphane Rochette. On va vous montrer tous les buts de cette soirée de National League, en tout cas en ce qui concerne les clubs romans. On va commencer cette soirée par récapituler ce qui s'est passé du côté de l'Île-Fils de Langnau. Les Tigres emmentalois accueillaient Fribourg-Gotteron. Et puis, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a commencé par remercier Harry Pesonen, ou en tout cas fleurir pour sa médaille d'or olympique. Christian Dubé et son style inimitable étaient de la partie, évidemment, avec sa casquette, son béret plutôt. Et puis, c'est Connor Hughes qui avait été titularisé entre les poteaux côté fribourgeois. Le premier but de cette partie tombe en powerplay et c'est Tim Gross-Niklaus qui arrive à tirer avantage de cette situation. Gros tir, du trafic devant Hughes, Geoffrey. Le secret des buts en powerplay, c'est ça. Quand tu shootes de loin, il faut mettre quelqu'un devant le gardien pour pas qu'il voie le shoot. C'est exactement ce que les Tigres ont fait sur ce coup-là. On voit que Hughes cherche le puck. Et je crois bien que le puck, il me semble qu'il est un peu touché par l'attaquant de Fribourg, mais j'en suis pas sûr. Sandro Schmidt n'était pas content à l'engagement. Je pense qu'il s'est un petit peu volé l'engagement. Et Fribourg a réagi 3 minutes plus tard par Mathias Rossi sur un bon service de Timo Hausener, arrivé en échange de Herren avec Lugano. Florian, c'est un 2 contre 2 qui est... Ouais, ils ont bien joué le coup. Hein. Le défenseur de Langnau se couche et puis Hausener arrive juste à trouver la trajectoire au-dessus de la canne. La passe n'est pas parfaite, mais Rossi a réussi, même avec le puck dans les patins, à jouer suffisamment bien le coup pour trouver l'ouverture. Stéphane, quand on a eu vent de cet échange, Hausener contre Herren, il y a eu 2-3 haussements de sourcils en se disant quoi, vraiment, finalement, il est utile. Ouais, il ne joue pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas énormément de temps de glace. On nous l'a présenté comme un joueur défensif, alors que, selon son ancien coach à Lugano, c'est pas du tout un joueur défensif. Donc, je pense qu'on voulait juste se débarrasser d'Aaron et de son salaire, en tout cas d'une partie du salaire. On s'est dit, qui c'est que vous pourriez nous proposer? Puis, comme on n'avait plus de plan pour Hausener, on l'a mis dans la balance. Ça remplit un maillot, mais je pense pas que c'est... Ça remplit un maillot, il a du gabarit, il peut jouer au centre. Ça, c'est pas... Puis il est assez costaud. Maintenant, quel genre de rôle il peut remplir quelques minutes par match? Alors, c'est pas un champion olympique. Il y en avait un sur la glace de champion olympique. C'est Pesonen, le Finlandais. Pesonen qui va trouver la faille et donner un but d'avance à Langnau, parfaitement servi par Losli. Losli qui lui aussi, Geoffrey, a passé par la Swiss League avant de trouver sa place à Langnau. Bon, vous voyez, si on revoit l'action, quand vous voyez Pesonen, l'intelligence de jeu du joueur, il laisse le puck entre ses jambes pour Losli, il bloque un peu le défenseur de Fribourg, puis après il se décale pour prendre un peu d'espace, voilà, et c'est très bien joué, la passe de Losli est magnifique. Franchement, c'est une très belle action de hockey, moi ça me plaît beaucoup ça. Effectivement, et Langnau ne va pas s'arrêter là puisque les Emmentalois vont marquer un 3e but par Keijo Weibel. Et là, à la passe, on retrouve un roman de l'effectif, c'est Nolan Diem qui, juste devant Connor Hughes, arrive à glisser ce puck de l'autre côté. Stéphane, là, il y a peut-être quelque chose à faire pour le gardien fribourgeois? Oui, c'est difficile. C'est une situation, c'est un truc rapproché. On est allé, on a challengé pour le hors-jeu. Regardez. Le puck c'est pour moi que le puck traverse la ligne bleue au complet maintenant. Le joueur de Langnau en haut de votre écran, même en bas, ils ont presque les deux le patin dans les airs au-dessus de la ligne. Ça, c'est la nouvelle règle. Parce que selon l'ancienne règle, je pense qu'il y aurait peut-être eu hors-jeu. Mais ça a été bien managé par Grenier à l'entrée de zone, donc il a glissé le puck à Weibel, Keijo Weibel. C'est un jeune du club de Langnau. Pas un gros gabarit, mais un bon petit jeune. Oui, qui a aussi la particularité d'être finlandais et suisse. Et c'est ainsi, en discutant un petit peu à Langnau, on nous explique qu'il arrive mieux à se développer aux côtés de Pesonen parce que, il communique ainsi. On va passer à la réduction du score de Fribourg-Gotteron, à savoir le 3-2 inscrit par Kylian Motet. C'est la fin d'une pénalité. Blazer est de retour et puis il y a encore un décalage. Desharnais, le coup d'œil et Motet pour terminer. C'est du classique, Geoffrey. C'est du classique. Puis bon, moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est le Pounenov qui se fait totalement avoir par ce puck. Regardez comme il monte.
Et puis il met 1 mètre d'écart entre lui et sa cage, puis Kylian ne se fait pas prier pour le mettre au fond. Mais c'est surprenant comme but, hein? Ouais, depuis les 9 qui ne voient pas qu'il y a l'option de la passe. Il challenge énormément comme s'il n'y avait aucune option. Surtout que c'est un des jeux préférés de Kylian Motet, un petit peu d'être à l'extérieur. Et puis quand Desharnais est sur la glace aussi, un joueur avec cette intelligence. Et puis Langnau va réussir à classer l'affaire alors que Hughes avait quitté ses coéquipiers. 4-2 par le Finlandais Saarela dans la cage vide. Au terme de cette partie, eh bien, notre commentateur Jérôme Beuchat est allé tendre son micro à l'attaquant fribourgeois Andrei Bikov. Andrei Bikov, ce soir, défaite ici à Langnau. Alors, vous ne pouvez pas gagner tous les matchs, mais comment vous analysez celui-ci? Il nous a manqué un petit peu de tout ce soir. On a eu de la peine à poursuivre sur cette bonne série. On a eu beaucoup d'émotions hier soir. On a eu de la peine à en mettre de nouveau ce soir. Faut donner du crédit aussi à Langnau qui a vraiment poussé, qui a très bien joué. Malheureusement, on n'a pas su être à la hauteur de notre gardien ce soir qui a fait un excellent match. Pourtant, il y a ce but de Motet à 3 secondes de la fin du deuxième tiers. Ça aurait pu vous donner de l'énergie pour la dernière période. Oui, effectivement, c'était un but qui tombait vraiment bien. On a essayé de revenir dans le match. Malheureusement, c'était trop tard. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à les concrétiser. Mais ouais, effectivement, il nous a manqué un peu de tout ce soir. Merci beaucoup, Andrei. Andrei Bikov qui, Florian, est plutôt très lucide dans ses analyses. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, il est tout à fait conscient de la soirée qu'ils ont eue. Je pense que c'est aussi une soirée normale. Hein. C'est obligé à un moment donné d'avoir aussi un petit relâchement. On peut comprendre qu'après le gros match qu'ils ont eu hier, aller à Langnau ce soir, c'était un peu plus compliqué pour eux. Maintenant, je pense que ça ne va pas trop affecter le moral et la qualité de cette équipe. Les matchs vont vite revenir et puis ils vont retrouver leur jeu traditionnel. Et puis à l'inverse, le moral des Langnau Tigers va peut-être remonter un petit peu. Ça aurait été une 15e défaite. Ça s'arrête à 14 et de suite. Et puis c'est aussi la première victoire pour le coach Yves Sarrault après 8 matchs à la bande. Et c'est contre le leader à domicile. Donc parfait, on peut passer au match suivant. Le match suivant qui met aux prises Lausanne et Rapperswil. Lausanne qui enchaînait un 4e match en 5 jours. C'est Tobias Stefan qui est titularisé une nouvelle fois devant le filet. Beaucoup d'ambiance et beaucoup de drapeaux. Vous le voyez, une banderole historique, un COP mythique. Le COP du LHC a ressorti la banderole historique qui trônait à Malais, puis à Malais 2.0. C'est Červenka qui va ouvrir le score en face à face contre Tobias Stefan. Stéphane, difficile contre Červenka en 1 contre 1. La passe depuis l'intérieur de la zone jusqu'à la passe est magnifique. Le défenseur qui s'est compromis un petit peu vite. Et puis là, Červenka qui peut prendre le centre de la glace, déporte Tobias Stefan. Donc Červenka, on sait la finesse qu'il a à la fin. Il fait le shoot côté rapproché, il les joue. Donc c'est un grand artiste. Le 2-0 tombera seulement 3 minutes plus tard et c'est Andrew Rowe, le capitaine, là, qui va être parfaitement servi par Marco Lehmann, rookie de l'année, l'année dernière, Marco Lehmann qui se trouvera sous le maillot bernois. Tout est bien joué, Egenberger et puis ensuite Lehmann. Oui, alors là, on ne le voit pas, mais c'est dommage parce qu'on voit le bad-checking de Kennings qui fait un peu mal aux yeux, là, parce qu'il ne patine pas, en fait, Kennings, pour revenir couvrir le joueur de Rapperswil. Et ça, c'est des erreurs. Ben, on le voit, ça se paye cash, quoi. Ça te coûte un but. Et c'est pas une question de talent sur ce coup-là, c'est une question de travail. Et moi, ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve parce que je veux dire, non, Lausanne n'a pas besoin de ça. Lausanne, on dit que Lausanne manque de régularité cette année. Et ben, on voit pourquoi des fois ça marche un peu mieux ou un peu mal du côté de Lausanne sur ce travail-là. 4e match en 5 jours, Jeff, c'est pour ça. Ah, c'est ça, ouais. C'est peut-être pour ça, mais il y a surtout... On aurait dit qu'il y avait un piano sur le dos. J'allais dire, il y a une possession, ils sont bien installés en zone offensive, perte de puck, et puis il n'y a pas ce switch où on dit tout de suite, tac, Florian, même n'importe quel attaquant doit changer, passer en mode défense, quoi. Oui, exactement. Si on prend l'exemple de Fribourg, pour moi, c'est un peu flagrant cette année, c'est que dès qu'ils perdent le puck, on voit tout de suite
toute l'équipe repart derrière et puis ils empêchent beaucoup de contre-attaques comme ça. Donc là, c'est vrai que Kenin aurait pu faire un petit effort supplémentaire. Il y a eu un sursaut du côté lausannois et ce sursaut est venu du top scoreur Jiří Sekac, le Tchèque, bien servi. Là, vous voyez, il s'éloigne et reçoit le puck pour ensuite aller battre Niffeler. Stéphane, on va aller regarder un petit peu la vidéo. Pour l'entrée de zone, ça a été challengé par Rapperswil. Bon, le règlement, c'est que vous avez le droit de rentrer en arrière dans la mesure où au moment où vous prenez le contrôle du puck, vos deux patins sont en zone neutre. Donc ces deux patins sont sur la ligne bleue ou à peu près au moment où il reçoit le puck sur sa canne. Donc, donc ça, c'est bon. La question est de savoir est-ce qu'au moment où le puck touche sa canne en premier et qu'il se le repousse pour lui-même, est-ce qu'il est toujours en contrôle de la rondelle? C'est ça la question. Parce que les deux patins sont sur la ligne bleue au moment où il reçoit le puck sur sa canne. La passe arrive, deux patins sont... S'il y a un patin à l'intérieur, c'est pas bon. Si deux patins sont en zone neutre, c'est tout bon. Alors, est-ce qu'il est toujours en contrôle? C'est ça la question. Est-ce que le fait que la première touche, entre la première touche et la deuxième touche où il se retourne, il fait au but, est-ce que vous considérez qu'il a toujours le contrôle du puck? Moi, je pense que c'est une bonne décision. Je vous explique pourquoi. Parce que quand tu reçois un puck du revers comme ça, tu dois te le ramener. Donc, il se le ramène pour lui-même. Là, à mon avis, il a déjà le contrôle parce qu'il se le ramène pour lui-même. C'est un jeu normal. Alors maintenant, c'est zone grise, l'interprétation. Les gars, vous en pensez quoi? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on le voit au ralenti, on se dit « Ah, il perd un peu le puck ». Mais quand on le voit en vitesse réelle, on se rend très bien compte, en tant qu'ancien joueur, que c'est exactement ce que nous, on ferait pour ramener le puck. Donc, je pense que c'est une très bonne décision des arbitres. Mis à part le hors-jeu, pas hors-jeu, l'action elle est assez magnifique. Parce que la passe à Fuchs, le contrôle de Sekac qui perd pas de vitesse, qui arrive à aller au but, puis qui la met encore comme ça. Et il dépose le puck dans la lucarne. Il ne shoot pas fort, il le glisse dans la lucarne. C'est pas franchement, c'est être précis. Et puis pas forcément un boulet de canon. Jiří Sekac là, qui est sur une excellente période déjà avant la pause. Et ça continue pour le top scoreur lausannois. Malheureusement pour les Vaudois, Rapperswil va reprendre son train, le train des buteurs. Et c'est Nico Duner qui va marquer le 3-1. Peu de secondes avant la deuxième sirène. Abandonnée là au deuxième poteau. C'est un bon tir, courte distance, top des cercles. Difficile à contrôler le rebond pour Tobias Stefan. Quand le puck frappe l'épaule du gardien, c'est très difficile de contrôler la direction du rebond. C'est le puck qui le touche assez violemment. Et là, le rebond est parfait pour Duner. Frick essaie de le bloquer. Donc, les choses tournaient assez bien pour Rapperswil ce soir. Beaucoup d'efficacité. Seulement 20 tirs au but ce soir, 5 buts. Et là, il va y avoir une mauvaise perte de puck en zone défensive. Tsanger trouve immédiatement Červenka. Et quand vous laissez le Tchèque seul à 1,5 m du goal, Geoffrey, c'est goal. Moi, je pense qu'il a shooté que 2 fois dans la soirée, Červenka. C'est 2 goals. Donc, si on faut pas... Je veux dire, c'est un joueur... Des fois, on se dit, lui, il va shooter parce que c'est un shooter. Mais la différence, c'est que Červenka, c'est un shooter. Et c'est un très bon... joueur, il dribble très bien le puck, on l'a vu sur le premier goal, donc c'est pas facile pour les gardiens des équipes adverses sur lui. Meilleur marqueur du championnat, de loin. Et là, on va voir Lausanne réduire l'écart alors qu'il reste un peu plus de 8 minutes et c'est Damien Ria qui se retourne et qui loge le puck au bon endroit, Florian. Oui, exactement. Ria, c'est un joueur qu'on voit beaucoup devant le but, qui fait soit il gêne le gardien, puis là il a fait le bon geste. C'est pas évident, il se ramène bien le puck dans les pieds, puis ensuite il le lève sous la barre. Donc c'était. Ouais, exactement. Et manifestement, vous avez vu que c'était son anniversaire à Damien Ria. Et puis, pour terminer, ce puck va aller mourir dans la cage lausannoise. Cage désertée par Tobias Stefan pour le 5-2 des Saint-Gallois signé Forer. Donc Lausanne n'aura pas réussi à aller gratter un point dans ce 4e match en 5 jours. On reste à 2 victoires contre Ambry, une défaite à Fribourg et une défaite à domicile contre Rapperswil. Au terme de cette partie, Laurent Antonioli, notre commentateur sur place, est allé tendre son micro au Slovaque Martin Gernat. On écoute ses réponses. Martin, this week it's 2 wins in 4 games. What is your feeling tonight after this game against Rapperswil? It was a tough game for us. We came, we tried to outplay them. We had many chances, but we weren't able to score goals, and we went down 0-2 after first period, and then I think in second period we had 3 power plays. We haven't scored, and
I think that was the game for us. Speaking now about a big moment for you and for your country, you have right in the history of the hockey in Slovakia with the Olympic bronze medals. What's your feeling about that, and what will welcome when you come back in your country? Yeah, it was a great feeling. We changed history in Slovakia, so it's been really nice. I only spent 1 day in Slovakia. I wasn't able to celebrate the match, but you know, when we won it, we haven't figured it out in Beijing yet, but when we came to Bratislava, we had a bus ride with all the fans, and they expect us at the square in the capital city. So we had 10,000 people waiting for us. It was an incredible moment, and like I said, it's memories for life. Thank you, Martin. Thank you, guys. Stéphane, Martin Gernat, sur le match et sur les JO. Ouais, il a parlé du match, il a dit de deux victoires en 4 matchs cette semaine. Il dit, écoutez, c'était un match assez difficile pour nous au niveau de l'énergie. Il dit, ce qui est dommage, c'est qu'on a eu beaucoup de chances de marquer, on n'a pas été capable de scorer. On entend ça souvent du côté de Lausanne, un peu de manque d'efficacité devant la cage. Il tirait de l'arrière par 2 buts. Rapperswil a été très efficace, et puis on a eu des opportunités en power play et on n'a pas réussi à marquer. Ça a été probablement un point tournant dans le match. Au niveau de la réussite, on a parlé de la médaille de bronze de la Slovaquie au championnat du monde. C'était quoi son feeling par rapport à ça? Il dit c'était incroyable. Il dit j'ai pu retourner au pays, célébrer à Bratislava avec les fans. On a fait une ride en autobus, une balade en autobus au centre-ville de Bratislava. Il y avait environ 10 000 personnes dans les rues qui nous acclamaient. Il dit, ça va rester gravé dans ma mémoire pour toujours. Ouais, on imagine que ce genre de situation reste évidemment en tête longtemps. Voilà, on a fait le tour pour ce Lausanne-Rapperswil. On va passer à un match quasiment historique puisque le HC Ajoie reçoit Zurich. Le HC Ajoie qui compte évidemment sur Julien Vauclair, le directeur sportif qui a repris le rôle de coach ad intérim. Compte aussi sur son top scorer Philippe Michael DeVos pour essayer d'aller secouer les millionnaires zurichois. Et puis, ceux-ci avaient décidé de titulariser Weber, le fribourgeois Ludovic Weber, dans les buts. Et il ne s'est pas passé grand-chose dans le premier tiers, 0-0. Puis on arrive en power play. Et c'est le but de Leduc, l'ouverture du score. C'est son 7e but. Un but d'un étranger en power play. Geoffrey, c'est ce qu'on attend d'eux, hein. Ouais, alors on a vu ce but nous en direct ici, on était un peu tendu parce qu'on a vu qu'il y a un joueur d'Ajoie qui a touché Weber qui pourrait l'avoir, il a un petit peu dérangé, mais comme va bien l'expliquer Stéphane, il y a eu quand même un défenseur de Zurich qui a fait une obstruction qui a un peu poussé. Il y a clairement un joueur d'Ajoie qui nuit au gardien, mais la question est de savoir est-ce qu'il est là accidentellement par exprès ou s'il a été poussé. Et je pense que les arbitres ont estimé qu'il a été poussé, en tout cas fortement, sa trajectoire a été changée à cause du geste du défenseur de Zurich. Donc la responsabilité incombe au défenseur de Zurich, donc bon goal. Zurich d'ailleurs qui va réussir avant la deuxième sirène à égaliser via son défenseur québécois Maxime Noro. À noter qu'Ajoie attendait ce premier but depuis plus de 172 minutes. Sur ce tir-là, Florian Wolf est un peu masqué, hein. Il réagit, il ne peut quasiment pas réagir, le puck le touche. Ouais, exactement. C'est vrai que je pense qu'il y a du monde qui est passé un peu devant. Il a vu certainement le puck au dernier moment. Je ne sais pas si le puck non plus a été dévié. On se posait la question en regardant les images précédemment. Voilà, après même, je pense que si Wolf le prend entre les jambes, etc., je pense qu'on ne va pas trop lui en tenir rigueur. Il en a arrêté quelques-uns cette saison. Exactement. Déjà. Effectivement. Là maintenant, on va commencer notre premier volet sur les charges de la soirée. Une charge de Yannick Weber sur Frossard qui vaudra 2+2 aux défenseurs zurichois. Stéphane, petite analyse de la décision et de la charge. C'est pas bien méchant. Je pense que Frossard perd l'équilibre plus qu'autre chose. Weber va contre lui, il le pousse. Weber fait un jeu normal, sauf que Frossard est en déséquilibre. Donc, ce qui rend la poussette plus importante, parce que ce n'est pas un assassinat. Regardez, ce qu'il fait, c'est à peu près normal. Il est un peu dans le dos, oui, c'est vrai, mais Frossard n'est pas vraiment en équilibre, n'est pas prêt à recevoir cette poussée. Donc, boarding, il y a 2+2. 2+2, oui. 2+2. Bizarre. Le 2+2, je ne m'explique pas le 2+2, mais en tout cas, qu'il y a pénalité mineure, oui. Et puis cette pénalité aura des conséquences sur le match, puisque Ajoie se retrouvera en supériorité numérique et prendra l'avantage par son Suédois, Vanström. On joue la 44e minute et
Philippe Michael Debos qui effectue l'entrée de zone sera lui encore Geoffrey à la passe. Ouais, on connaît Phil, ses qualités de passeur. Il décale bien Van Strom, qui fait un très très bon shoot. Bon, il ne faut pas oublier qu'on est quand même à 5 contre 3. Là, les Zurichois étaient un peu naïfs sur ce coup-là de laisser un Ajulo dans le slot à 4-5 mètres de Weber. Mais le jeu préparé par les Ajulo est vraiment bien exécuté. Et une petite erreur, c'était bien 2 minutes de pénalité contre Weber et pas 2+2. Zurich va tenter le tout pour le tout en sortant Ludovic Weber en toute fin de match. Et ça coûtera un 3e but inscrit par Reto Schmutz. Beaucoup de soulagement à Ajoie, on imagine, puisque Florian, les hommes de Vauclair n'avaient plus gagné depuis le 19 novembre. Ouais, c'était 19 défaites de suite, pas de 20e. Ça s'arrête. C'est clair, j'espère que Julien leur a répété aussi à l'entraînement comment lever les bras. Je pense que... Mais je pense que dans l'ensemble, Ajoie a fait un bon match, même si Zurich, au niveau de la possession du puck, a dominé. Ils n'ont pas donné de grosses occasions aux Zurichois. Je pense que sur la fin du match aussi, ils ont bien géré les 10 dernières minutes qui auraient pu être bien plus dangereuses que ça. Donc, c'est 34-19 pour Zurich. Par contre, les expected goals sont favorables à Ajoie. C'est Ajoie qui a eu en gros les meilleures chances de marquer, si on peut dire comme ça. Ouais, toujours intéressant de comparer les deux. Un intervenant est au micro de Régis Cerf au terme de cette partie. Il s'agit de l'attaquant Ajulo Reto Schmutz. Reto, j'imagine que c'est le soulagement là. Ouais, c'est fou, c'est vraiment un grand soulagement. Je pense qu'on a bien travaillé pendant ces pauses. On avait déjà belle victoire pour les matchs de amicaux là. Et puis malheureusement Compiègne, c'était pas comme on voulait, mais aujourd'hui je pense tout le monde a travaillé dur et puis on méritait de gagner. Il y avait un état d'esprit formidable ce soir. On a retrouvé le HC Ajoie peut-être d'avant. Ouais, bon c'est que la victoire, mais je pense ça fait du bien. Je pense qu'on a travaillé ensemble et puis je pense qu'aujourd'hui on avait un peu plus de confiance en nous aussi. On était vraiment bien défensifs et puis même si eux, ils ont beaucoup le puck, ils n'ont pas eu vraiment des grandes occasions. Alors ça fait du bien et puis je pense à la fin, oui, peut-être aussi un peu la chance, mais si on travaille dur, on a la chance. L'effet Julien Vauclair? Je ne sais pas, c'est clair, ça fait un petit changement pour nous, mais je pense à la fin, c'est nos joueurs qui jouent. Je pense avec Harry, on a aussi fait des belles choses. Maintenant avec Julien, c'est un peu différent. Mais je pense que c'est toute l'équipe, c'est lui aussi, il a fait un peu des nouveaux points, il a mis dans l'équipe. Mais à la fin, c'est à nos joueurs, j'ai toujours dit ça, c'est nos joueurs sur la glace qui doivent jouer. Puis aujourd'hui, on a cru en nous et puis ça fait la différence. Merci bien. Bien, on imagine que du côté de Porrentruy, la soirée et la nuit pourraient être longues pour certaines personnes. Ce n'est pas les deux Jurassiens sur le plateau qui vont me dire le contraire. Tu vois à quoi on se raccroche quand même chez nous. Il y a n'importe quelle excuse pour faire la fête dans le Jura. Exactement. Mais alors, nous aussi, ça va être la fête. Ouais, ça. C'est juste dans le mental également. Voilà, on a fait le tour aussi pour cette victoire à Joulotte contre le ZSC. Et on peut passer au prochain match de cette soirée entre Genève et Berne. C'était notre match studio. Genève qui a aussi profité de ce match à domicile pour honorer les champions olympiques Valtteri Filppula et Sami Vatanen, les deux Finlandais. Et dans les buts, on avait Niffeler de retour de Cloton pour une pige. En tout cas, ce soir, peut-être le week-end prochain. De l'autre côté, le jeune gardien qui est censé prolonger la dynastie des gardiens du côté de Berne, Philippe Wüttrich. Le 1-0 tombe après 28 minutes de la crosse de Dominique Cahun. On en a parlé en direct. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter, Stéphane, sur le but de l'Allemand? Pas grand-chose. Très belle action. Thierry se porte à l'attaque, défenseur défensif. Il rentre large comme F1. Bon, il tente une bonne passe. Un rebond favorable. Mais la passe de Praplan, le feinte de tir et la passe en transversale de Praplan, magnifique. Cahun qui a pu pousser le puck au fond. On va oublier le travail de Montréal défensif et le travail défensif de Richard sur la séquence pour se concentrer sur ce qui était beau, c'est-à-dire l'action de Berne. Ouais, Richard, là, un petit peu mal pris sur cette occasion-là. Il va être à l'origine de l'égalisation Grenat qui interviendra à la 45e minute. On le voit, un puck récupéré en zone neutre par Vermin. Et puis c'est Henauer, Florian, qui glisse ce puck, qui trompe son propre gardien quelque part.
Ouais, mais on en a parlé avant, hein, justement de ces back-checks. Là, on voit Vermin qui revient bien en zone neutre, il arrive à récupérer le puck. Et puis c'est ça qui a fait la différence sur l'action. Il est malheureux, le Nauer. Ouais, Nauer, voilà, sur ce coup-là, t'as dit qu'il était bon devant le but, c'était juste pas le bon but. Ouais, c'est ça. À moins de 5 minutes du terme, c'est Joël Vermin, futur ours, hein, Geoffrey, qui marque. Et là, alors, il ne s'est pas posé de questions. Un bon travail de Noah Rod également. Regardez la protection de puck de Noah Rod qui attire avec lui les 2-3 joueurs de Berne et qui laisse très bien en valoir ici. Allez, voilà, il protège son puck, il donne un superbe passe à Joël Vermin qui ne se fait pas prier. Un shoot direct, tendu, précis. Il n'y a pas grand-chose à dire sur un shoot comme ça. Je pense que ça montre toute la qualité offensive d'un Vermin qui aussi, faut le dire. Bernois. Ouais, futur Bernois, puis qui revit depuis le changement de coach aussi, hein, parce qu'il a une saison aussi difficile. Ouais, il a surtout passé de l'aile au centre, du centre à l'aile. Ouais, ça aide aussi. Ça, c'est un autre qui n'est pas très à l'aise au centre. Il me fait penser à Christophe Berchi, c'est des ailiers, à mon avis. Et quand on l'a mis au centre, il était totalement emprunté, défensivement et tout. Puis là, il a retrouvé Tanner Richard, le fabricant de jeu, qui était vraiment un centre naturel. Et il concentre sur. Il y a des gars comme ça. Passer de l'aile au centre, c'est hyper compliqué. Parce que c'est plus facile dans l'autre sens. De passer de centre à l'aile, ça se fait beaucoup plus facilement. Florian, toi qui étais centre? Oui, alors c'est clair que c'est des positions différentes, mais si je prends le cas de Joël, je pense qu'il est assez intelligent. Il est meilleur à l'aile, mais il est assez intelligent pour pouvoir jouer au centre. Ouais. Il faut aussi dire qu'en début de saison, il n'y avait pas simplement de blessés. Et puis à ses ailes, ce n'était pas non plus les meilleurs joueurs. Il s'est retrouvé au centre de la troisième ligne avec des jeunes, etc. Exactement. Sans rien enlever aux jeunes, évidemment. Bien donc, il était mal entouré. Ça, c'est certain, mais c'est des gars qui sont nettement plus à l'aise à l'aile, parce qu'ils sont alimentés par un bon joueur de centre qui fait le gros du boulot en zone de défense, qui prend les mises en jeu. Parce que, mine de rien, les mises en jeu, on ne parle pas souvent de ça, mais ça brûle beaucoup d'énergie pour les mises en jeu. Tu commences ton shift en ayant un duel. Donc, c'est un effort complètement différent. Et puis les deux hommes ont un passé commun en AHL du côté de Syracuse dans l'organisation de Tampa Bay. On va écouter une réaction au terme de cette partie. Il s'agit du défenseur genevois Simon Lecoultre qui répond aux questions de Pascal Eberhardt. Simon Lecoultre, on a vu hier du caractère à Fribourg, ça n'a pas suffi, mais ce soir ça a été le cas. Ouais, je pense que ce soir on a commencé comme on a fini le match hier à Fribourg, puis on a vu que quand on jouait comme ça, c'était beaucoup plus facile pour nous. Pourtant, au deuxième tiers, Berne a mis l'accélérateur et vous a clairement dominé. Ça a été, il a fallu attendre pour pouvoir repartir de l'avant. Oui, il fallait passer à travers ça. Pendant un match, il y a toujours des dominations d'un côté ou de l'autre. Et c'est savoir gérer et passer à travers ça. Puis après, nous, on a accéléré le jeu en troisième période, ce qui nous a permis de gagner ce match à la maison. Merci Simon, bonne suite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, notre match studio Genève-Berne. Genève qui fait un pas supplémentaire en direction d'une éventuelle 6e place qualificative pour les playoffs. On a maintenant fait le tour de tous les clubs romans. On va s'occuper des deux autres rencontres qui ont eu lieu ce soir. On va commencer par Zug qui jouait à la maison contre Ambri Piotta. Zug qui, la dernière fois qu'il avait joué à la maison, avait marqué 11 fois contre Ajoie, décide de faire confiance à Genoni. Tout le monde ferait la même chose. Et puis du côté Léventin, c'est Ciaccio qui joue dans les buts. On se souvient qu'hier, Benjamin Cons s'était blessé. Luca Cereda, lui, est toujours en place. Et ce match commence par le premier but signé Sender, un pur produit du EV Zug sur un lancé de Muller, le numéro 12, Davy devant le but. Ça, c'est un but classique d'attaquant, Geoffrey. Totalement, c'est maintenant avec les gardiens, la qualité des gardiens qu'on a, c'est très important, soit de leur boucher la vue, soit de dévier les pucks. C'est exactement ce que Zender a fait, c'est très très bien joué. On se posait la question au moment de la première sélection pour les Jeux Olympiques, pourquoi Saint-Heller était dans cette sélection suisse? Ben voilà, peut-être un élément de réponse, hein, Stéphane. Il prend le puck, il accélère, puis il va aller battre Ciaccio. C'est un joueur qui a beaucoup de patins, qui a pris énormément en vitesse, et là vous avez vu son accélération en croisement, il protège sa rondelle. Ça, c'est honnêtement, c'est une action à la McDavid. Hein? Il a fait de l'overspeed, un peu comme Malgin le fait. Il a croisé les patins une fois dans un sens, une fois dans l'autre, puis ensuite protégé sa rondelle et croisé. Il a pris de la vitesse en croisement, et ça, c'est très difficile pour un défenseur. Et quand une grosse équipe comme Zug commence à mettre en route la machine, si on veut bien, et qu'on enchaîne les buts, il y a un nom forcément qui revient.
c'est le nom de Grégory Hoffman qui va attendre assez tard dans le match pour marquer le 7e sur une offrande de Kovar, Geoffrey. Ouais, puis bon, c'est un 3 contre 2, donc je pense que les joueurs d'Ambry essaient de forcer pour essayer de marquer un goal. Là, j'ai un peu du mal sur les deux défenseurs d'Ambry. On voit ils mettent chacun le genou à terre. Un, il met un genou à terre, le deuxième se couche. Ouais, moi, quand tu fais ça, t'es hors du jeu. Si tu te loupes, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis là, bon, très belle passe d'Edzugwa, très bon toucher de puck de Greg Hoffman sur ce coup-là. Mais j'ai trouvé quand même que sur les buts qu'on a vus, Tchatcho était laissé un peu seul, hein, souvent. Un peu abandonné. Ça s'est d'ailleurs terminé 8-2. Et on va ouvrir le deuxième volet de notre série sur les charges de la soirée avec une offrande, enfin un petit cadeau de Yannick Fischer sur Sven Leuenberger, Open Ice Hit, comme on appelle ça. Ton avis, Florian, là-dessus? Ouais, alors c'est comme dit Stéphane, c'est spectaculaire. Yannick Fischer, il est dur. Moi, j'ai joué avec. Il est assez petit, mais il est costaud. Il peut faire très mal. J'ai de la peine à dire si vraiment c'est irrégulier. Il n'y a pas eu de pénalité. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est un bon choc. Hein. Il ne prend pas la tête. Il prend... Spontanément, je n'aurais pas donné de pénalité non plus parce qu'il est quand même porteur de la rondelle. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une extension du corps, qu'il y a de coude. Elle ne vient pas trop tardivement. Regardez, il laisse une fraction de seconde après avoir poussé la rondelle. C'est spectaculaire parce que le joueur de Zug est vraiment en déséquilibre. Au moment, il est sur une... En faisant son virage brusque, il est déjà presque en lévitation au moment où Fischer arrive, donc ça rend le choc bien pire. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a de pénalité. Non, moi non plus. Puis on voit qu'il n'a pas pu l'éviter. Hein, lévitation n'a pas pu l'éviter. Zug n'a pas réagi, hein, donc souvent ça veut dire beaucoup aussi. Hein. On n'a pas vu les joueurs de Zug se ruer dessus. Alors sur celle-là, il n'y a pas eu de pénalité, mais sur celle qu'on va voir maintenant, parce que ce n'est pas la seule du match, là, il y aura une pénalité de 2 minutes pour une charge à la tête. Et c'était Nico Gross contre Fora. Il y a eu match pour ça? Non, 2 minutes de pénalité. Je ne suis pas sûr que c'est directement contre la tête, sincèrement. C'est sur l'arrière de l'épaule. Je pense que c'est sur l'arrière de l'épaule, puis ensuite il a glissé avant la tête. Mais donc le règlement est plus large maintenant. C'est pas forcément le contact contre la tête, c'est dans la région de la nuque ou de la tête. S'il y a beaucoup d'énergie au niveau de la nuque et de la tête, on a élargi le truc, le spectre. C'est peut-être un peu salaud comme truc. Fora qui protège sa rondelle. Bon, Fora en donne aussi des coups comme ça de temps en temps, mais ça paraît pire que ça, à mon avis. C'est pas... Je pense qu'il le chope plutôt derrière l'épaule, puis la tête, elle gicle en avant. Et là, on envoie Kovar sur la pénalité parce qu'il a plutôt râlé qu'autre chose. Mais par contre, là, on va voir encore une pénalité. Bon. Cette fois, c'est Tobias Forler, le solide défenseur, qui va être renvoyé au vestiaire, le numéro 5, pour avoir astiqué, si on ose, Bachhoffner. C'est à ce moment-là, juste là, il est arrivé, il n'avait pas beaucoup de vitesse, mais Bachhoffner a fini avec la tête dans la bande, ce qui a amené, évidemment, vous le voyez là, une petite échauffourée entre les autres. Ça s'est passé avant. Bachhoffner là est déjà au sol. Et puis ensuite, ça brasse un petit peu. Vous imaginez bien, à 8-2, que Florian, quand on perd comme ça contre Zug... Ouais, c'est vrai que on n'aime pas voir ces cross-checks quand le joueur a déjà la tête baissée, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une grosse agression pour faire mal. C'est plus montrer je suis là, il tombe. Je sais pas alors si c'est vraiment fait mal, mais c'est pas non plus quelque chose de trop violent. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était violent. J'ai pensé qu'il a plutôt poussé sur la cuissette, puis l'autre était vraiment en déséquilibre. Il était probablement tapé le nez sur un autre joueur ou sur la glace ou sur la bande. Ouais. C'est parfois la visière. Qui peut couper. Un assassinat, franchement. Le geste de Haim après est presque pire. Haim, quand il est arrivé vraiment dans les côtes du gars qui était Leuenberger. Bon, bref, je pense pas qu'il y aura de sanctions qui rappellent. Non, je vois pas. On va pas débattre pendant une semaine sur celle-là, en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, il y en a une qui est passée à l'as hier soir, personne n'a vu, que toi, tu as vu. C'est Grégory Hoffman qui a donné un solide coup de coude au visage d'un joueur de Lugano. Et ça aurait mérité une petite enquête. Oui, effectivement, je l'ai vu aussi. On peut se poser la question. Voilà, ça c'était pour la victoire de 8-2. Donc Zug qui marque 19 fois en 2 matchs à domicile contre Ajoie et contre Ambry. Un match qui nous reste à voir, le Hockey Club Davos recevait le Lugano de Chris Maxorley. Et ça...
On a pensé, hein, deux équipes qui aiment bien tirer au but. Les gardiens seront très utilisés ce soir. Eschliman d'un côté et de l'autre côté, Thibaut Faton, le jeune chaudefonnier qui fait sa carrière là au Tessin. Un premier but tombé à la 6e minute de la crosse de l'Américain Marc Arcobello, un puck perdu en zone défensive. Et ensuite, Geoffrey, tout va très vite. Comme un entraînement. Une belle triangulation, pardon. On voit le joueur de Davos qui ne doit pas perdre le puck là, qui le perd au mauvais endroit. Donc tous les attaquants davosiens sont partis en avant. Et là, ça permet à 3 contre 1 de la part des Luganais qui font vraiment une très très belle triangulation. Et puis Arcobello, c'est pas le premier venu devant la cage et il a bien shooté. Ouais, on a vu un puck perdu là en zone défensive. Et là, il y aura sur cette action Bromé qui va aller chercher le puck. Et puis l'homme qui arrive le premier devant Faton, c'est Rasmussen. Une bonne passe et puis une finition parfaite du Suédois. Ouais, c'est assez simple, hein, comme ça. Un gros puck devant. Faton n'est pas sorti. Et puis, bon, on a l'impression que Lugano a un petit peu arrêté de jouer. Il y avait une pénalité différée, je crois, sur ce coup-là. Est-ce que ça les a perturbés? Mais bon, Davos a bien joué le coup et puis a trouvé l'ouverture là-dessus, quoi. Ça arrive souvent. Une pénalité différée, ça perturbe l'équipe. Pendant une seconde ou deux, tout le monde s'arrête de jouer pour râler un petit coup. Exactement. Et puis, il faut continuer, il faut toucher à la rondelle. Pour savoir qui a eu la pénalité. Et Prassel qui a marqué le 2-1, là, c'était la 30e minute, donné un but d'avance à Davos. Et puis, alors que Lugano est en powerplay, regardez, monsieur Anders Ambul, ça t'a fait marrer, ça, Geoffrey. Ouais, ça m'a fait penser à Miscontizine qui faisait un peu la même chose des fois. Alors la différence, c'est que Miscontizine était un peu moins technique que Ambul, mais je trouve que le choix de jeu est bien parce que c'est vrai que ça déstabilise un gardien, quoi. Ils s'attendent toujours à un shoot du poignet ou un dribble, et puis là, il envoie une cacahuète à 3 mètres. Je dois dire que. Disons que s'il ne frappe pas le gardien, c'est sûr que ça rentre, parce que le gardien n'a pas le temps de réagir. Ou si ça frappe le gardien, ça fait mal, quoi. Ça, c'est sûr. Mais bon travail de Prassel. Prassel, le long de la bande, c'est lui qui a récupéré la rondelle, qui a lancé en bulle. Il fait une bonne saison, Prassel. Bon joueur de hockey, bon jeune. Ça, c'est Jan Alston, il aime beaucoup ce joueur. Ouais, il avait eu plusieurs possibilités de partir à Davos. Il a d'abord fini son gymnase, puis il a voulu s'installer à Zurich avant de partir au Grison. La 3e a été la bonne et tant mieux pour lui. On a fait le tour des 6 parties de cette soirée de National League. On va récapituler les résultats. Ajoie qui bat les ZSC Lions 3-1. Davos sur le même score contre Lugano. Genève Servette qui s'est défait de Berne 2-1. Lausanne défaite à domicile 5-2 contre Rapperswil. Les Tigers qui battent le leader fribourgeois 4-2. Et puis Zug qui fesse le HC Ambri-Piotta 8-2 à domicile. Au classement, Fribourg reste en tête. Malgré tout, Zug est à 5 points. On va regarder plutôt les points par match sur le côté. Et puis autour de la 6e place, Davos s'est donné un petit peu d'air par rapport à Genève Servette et à Lausanne. Lugano traîne encore un peu. Berne est probablement, pas mathématiquement, mais bientôt assuré de garder sa 10e place. Et pour les 3 derniers, Ambri-Piotta, Langnau et Ajoie, ça va être compliqué. Voilà, il est temps maintenant de prendre congé pour un petit instant. Restez avec nous, on va attaquer Backcheck le talk tout de suite après une petite respiration. Il sera question de Genève Servette. A tout de suite.